13 avril 1912. Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefèvre à Liévin. Signé Mathilde Lefèvre. Ces mots ont été écrits à l'encre noire sur un morceau de papier. Ils semblent avoir été écrits par une jeune passagère du Titanic la veille de son naufrage. J'ai travaillé en tant qu'experte de documents sur cette lettre et mes conclusions sont claires. Elle n'est rien d'autre qu'un canular basé sur le vol d'identité d'une gamine morte il y a 111 ans. Aujourd'hui, et pour encore 2 épisodes, je vais vous parler de mon travail. Et mon travail, c'est de traquer les manipulations écrites et d'aider celles et ceux qui en sont victimes, même quand elles sont mortes, depuis 111 ans. On va donc parler aujourd'hui de l'analyse que j'ai rendue publique l'année dernière sur ce qu'on appelle la lettre du Titanic. Alors l'analyse complète est disponible au format PDF sur mon nouveau site expertisededocuments.com et je vous encourage vivement à aller la télécharger. Elle est gratuite, elle est complète et vous pourrez ainsi avoir l'ensemble du protocole d'analyse mais aussi toutes les annexes pour comprendre le contexte de l'époque. Alors pendant 3 épisodes, on va décortiquer ensemble la lettre signée du nom de Mathilde Lefèvre. Ce sera l'occasion de comprendre comment on peut mettre en évidence les faux documents historiques et ce sera l'occasion aussi de vous présenter un peu mon métier, qui est celui d'expert de documents. Alors pour vous situer un petit peu, du mois d'août 2021 à février 2022, j'ai travaillé sur un document qui faisait pas mal de bruit dans la presse, une lettre manuscrite écrite par une jeune passagère présente à bord du Titanic. Cette lettre, elle était datée du 13 avril 1912, soit la veille du naufrage du célèbre paquebot. Quand j'ai eu connaissance de cette lettre, ma première réaction a été d'hausser les épaules et de me dire « le truc est tellement grossier que personne ne peut croire que cette lettre est authentique ». Mais la signature en bas du court texte a fini par me convaincre qu'il fallait agir. J'ai donc procédé à l'analyse de texte alors qu'une équipe d'universitaires québécois avait déjà commencé les analyses chimiques du papier, de l'encre et de la cire qui scellaient la bouteille en verre qui contenait le document. Daniel Bourgault, océanographe québécois, avait lui déjà rendu ses conclusions d'analyse. Je n'ai pris connaissance de ces résultats qu'une fois mon analyse de texte effectuée. Et c'est comme ça que je travaille, pour garantir l'indépendance de mes expertises. Si nos résultats menaient à des conclusions très différentes, cela aurait constitué un bon terrain au débat, mais sans surprise, nous sommes arrivés à la même conclusion. L'hypothèse que la lettre soit authentique est très, très peu probable. On va donc voir aujourd'hui l'introduction de cette analyse avant de poursuivre la semaine prochaine et la semaine qui suit sur l'analyse à proprement parler. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site expertisededocuments.com. « 2017, Hopewell Rocks, situé dans la baie de Fundy. Une bouteille est retrouvée sur une plage par des promeneurs. La bouteille est scellée et sa transparence laisse voir 2 petits rouleaux de papier. La bouteille est ramenée par les promeneurs, elle est cassée et les messages sont déroulés. Il semble qu'une nouvelle bouteille à la mer vienne d'être retrouvée. Mais il apparaît vite que cette bouteille a plusieurs particularités. Elle est écrite par une personne civile, elle est datée de 1912 et signée Mathilde Lefèvre. D'autres éléments dans le corps du texte créent rapidement l'émoi. 13 avril 1912, Océan Atlantique, New York, famille Lefèvre, Liévin.
Si le nom du bateau duquel la bouteille est censée avoir été jetée n'est jamais mentionné dans le message, on identifie rapidement que Mathilde Lefèvre était une passagère du paquebot le plus connu du monde, le Titanic. Dès lors, on s'interroge. Se pourrait-il que cette lettre, déchirée dans le sens de la longueur en 2 morceaux roulés, puis déposée dans cette bouteille en verre de 15 cm environ, puisse être un précieux témoignage d'une fillette, le jour précédent le naufrage du bateau. On comprend aisément l'émotion soulevée lorsqu'une bouteille lancée à la mer est un jour retrouvée. Après tout, ces bouteilles et les messages qu'elles contiennent sont autant de témoignages du passé qui nous lient subitement à ces personnes, civiles ou professionnelles, qui un jour ont espéré que leur message soit reçu. Les bouteilles à la mer sont une forme de communication où l'espoir que le message trouve un destinataire se heurte à la réalité des dangers de le voir détruit à jamais. Symbole romantique d'une communication possible par-delà l'espace et le temps, jeu ludique de voyageurs ou acte de recherche scientifique à des époques où les moyens technologiques d'étude des océans n'existaient pas, les bouteilles jetées à la mer nous émerveillent et nous émeuvent. Alors quand l'une d'entre elles pourrait provenir directement du plus célèbre paquebot de l'histoire, qui plus est rédigé par une enfant de presque 13 ans la veille de sa mort tragique lors du naufrage, on comprend aisément que l'émotion sera décuplée. L'histoire du Titanic est un fait historique qui passionne de nombreuses personnes à travers le monde. Si cet intérêt a permis l'émergence d'un savoir de plus en plus fourni sur le Titanic, il est aussi un sujet où les passions prennent souvent le pas sur les faits. Depuis son naufrage, le Titanic a vu naître nombre de récits fantasques. Aujourd'hui, la multiplication des théories du complot à son sujet continue d'alimenter la machine de narration fictive. Mais si l'histoire peut toujours reprendre ses droits sur les légendes, les questions d'éthique sont centrales lorsqu'il s'agit du traitement réservé aux pièces archéologiques. De véhéments débats voient régulièrement le jour quant aux conditions dans lesquelles les objets issus du Titanic sont prélevés. Et si d'aucuns considèrent que le paquebot est une tombe qui ne peut être profanée, il n'en demeure pas moins que le Titanic est devenu un véritable enjeu financier. Toute pièce ayant un lien avec le célèbre paquebot peut être mise en vente dans de célèbres maisons d'enchères et se vendre contre plusieurs millions de dollars. L'archéologie ou le monde de l'art ne compte plus le nombre de faux documents et de fausses découvertes. L'histoire n'est malheureusement pas indemne de ces supercheries et fraudes en tout genre. Et on peut ajouter que plus un sujet est populaire, plus sa valeur financière est forte, menant à l'instauration de véritables marchés dans lesquels les faux documents côtoient parfois de véritables pièces historiques. Si certaines arnaques sont rapidement identifiées comme telles, certaines mettent parfois des décennies à pouvoir être écartées. La hantise est bien sûr de voir ces canulars vendus à prix d'or ou côtoyer des pièces authentiques dans les musées. Le caractère extraordinaire d'une découverte ne peut pas être appréhendé uniquement sous le prisme de l'émotion. Un nom écrit en bas d'un document n'est pas forcément la preuve que son auteur est celui qu'il prétend être. Les tribunaux sont remplis d'affaires d'usurpation d'identité. Et si les risques judiciaires sont élevés d'usurper l'identité de quelqu'un de vivant, il peut paraître moins risqué de voler l'identité d'une personne décédée depuis 111 ans. Plus grande la découverte, plus grand doit être donc le courage de sortir de l'émotion pour entrer dans l'analyse. Mon parcours dans l'expertise de documents est atypique. Diplômé d'État en psychomotricité et titulaire d'une licence 3 en psychologie, je suis aujourd'hui formé à la linguistique médico-légale et à la psychologie criminelle. Mon travail regroupe donc plusieurs champs de compétences: la psychologie, l'anatomie, la physiologie et la linguistique. Mais surtout, mon travail, c'est de comprendre ce que sont les manipulations et comment elles sont véhiculées dans nos communications en général et nos communications écrites en particulier. Mon travail, c'est donc de faire parler un document,
d'extraire toutes les informations qu'il contient pour trouver toutes les failles et mettre en évidence les procédés manipulatoires qui le sous-tendent. Dans le cadre de l'expertise de la lettre attribuée à Mathilde Lefebvre, l'analyse de documents a été effectuée sous plusieurs prismes. Celui des connaissances historiques sur le développement de l'apprentissage de l'écriture dans le milieu scolaire français du début du XXe siècle, et sous le prisme des connaissances actuelles sur le développement neurologique et psychomoteur de l'écriture. Et tout ça en vue de répondre à une question: la lettre manuscrite attribuée à Mathilde Lefebvre peut-elle avoir été écrite par une jeune fille de presque 13 ans le 13 avril 1912 ? Alors si vous souhaitez continuer la discussion, je vous retrouve tout de suite sur la newsletter du nouveau site expertisededocuments.com. C'est sur cette newsletter que je vous donne encore plus d'informations, de conseils lecture et surtout, c'est là que vous pouvez me poser vos questions et proposer vos idées d'épisodes. Je vous retrouve donc tout de suite sur le site expertisededocuments.com. Dans le prochain épisode, on va continuer la poursuite de l'analyse de la lettre. On va plonger directement dans la première partie d'analyse qui a porté sur l'étude des graphies des lettres alphabétiques. Je vous retrouve donc jeudi de la semaine prochaine pour poursuivre notre exploration dans le monde de la manipulation écrite et de celles et ceux qui la traquent. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.